vice-président exécutif et secrétaire généraux adjoints, secrétaires nationaux, chers amis militantes et militants, chers amis des journalistes, je voudrais, au nom de la direction du PPACI, vous renouveler nos remerciements pour avoir répondu à notre invitation à l'occasion donc de ce numéro de la tribune, le 38e. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que nous ayons une reconnaissance pour l'un de nos camarades qui n'est plus là, mais j'ai été heureux de recevoir, je crois qu'elle est là, sa fille, la fille de Gaumont Jean-Baptiste, qui est là, derrière, là. Et elle me fait l'honneur de venir, elle est montée me voir pour qu'elle est venue chercher sa carte de militante. Et je suis heureux parce que, au moins, l'héritage politique de Gaumont se poursuit avec nous. Et il était bon que je puisse la saluer sa famille. Merci d'être venu. Merci de venir continuer l'œuvre de votre papa à nos côtés. Camarades journalistes, membres des médias, des personnes qui nous suivent à travers divers canaux de communication, nous vous avons invité pour discuter, échanger avec vous sur deux sujets. Tout à l'heure, le maître de cérémonie a rappelé ces deux sujets. Il s'agit donc du mouvement Trop c'est trop et du rapprochement entre le PDCI RDA, le PPACI et le PDCI RDA, qui se présente comme étant une réponse à la crise artificiellement créée par le RHDP. Et puis, notre pays est sur la sellette, mais pas de la bonne des manières, parce que l'Union européenne nous a ajouté à la liste des pays à haut risque qui sont adeptes du blanchiment de l'argent et du financement du terrorisme. Et en plus, l'administration américaine menace de suspendre, du moins d'interdire l'accès à son territoire aux détenteurs de passeports ivoiriens parce que celui-ci ne rassure plus. Donc tout ça, c'est l'héritage du RHDP et nous avons appelé pour que nous puissions en parler. Pourquoi nous disons que le mouvement Trop c'est trop et le rapprochement entre le PDCI RDA, le PPACI et le PDCI RDA constituent une réponse à la crise préélectorale. D'abord, il faut qu'on convienne que nous sommes dans une crise. Et l'expression, ce n'est pas nous qui l'avons dit la première fois. Je parle sous le contrôle du président exécutif. Lorsque, au sorti de l'audience que son Excellence le président Laurent Gbagbo a accordée à une délégation de l'Union africaine, le chef de délégation, en rendant compte à la presse de cette audience, a dit ceci: nous sommes venus rencontrer le président Laurent Gbagbo pour voir comment sortir de ce qui apparaît comme étant une crise. Donc, l'opinion nationale et l'opinion internationale, aujourd'hui, s'accordent pour dire que nous sommes en crise et cette crise-là, c'est évidemment la crise préélectorale artificiellement créée par le RHDP. Et pourquoi nous disons que c'est artificiellement créé? Parce que depuis 2010, le RHDP
n'a jamais gagné une élection à la loyale. Jamais gagné une élection à la loyale. En 2010, il a perdu les élections et il est revenu, il s'est imposé comme dirigeant du pays par l'effet des armes. Et je crois que c'est cette maladie congénitale du RHDP qui continue de diriger, de gouverner son approche politique, sa gouvernance politique. Depuis lors, on vit de crise en crise. En 2015, alors que la loi lui interdisait d'être candidat, puisqu'il avait été candidat en 2010 par des mesures exceptionnelles, le Conseil constitutionnel lui a donné le droit de contester des élections par dérivation. Derrière lui, chaque fois sa candidature, il y a toujours une épithète qui accompagne et justifie sa candidature. Les autres sont candidats simples, mais lui, il faut toujours une épithète pour accompagner sa candidature. Donc, candidature par dérivation. Ben, ce qui est dérivé, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que quand vous dérivez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, par dérivation. Et vous rappelez, tous ceux qui étaient candidats, qu'on a bannis, qui étaient déclarés candidats, ici à Mara, Mamadou Koulibaly, et tous, devant l'obstination du RHDP de garder le pouvoir sans compétition réelle, ont jeté l'éponge. Parce que les conditions n'étaient pas remplies. Première crise, il s'est débrouillé, il s'est trouvé un accompagnateur et ils sont allés à ces élections. 2020, le président Laurent Gbagbo reprend son expression. Là, alors que la Constitution lui interdisait qu'on n'avait que 2 mandats, il s'est déclaré candidat pour cause de mort. Bon. Ça, ce n'est pas constitutionnel. On ne peut pas être candidat pour cause de mort. Il dit, son candidat est décédé. Donc, comme il est décédé, lui, il s'en va être candidat. La conséquence, nous la connaissons tous. Ça s'est terminé par une violente crise électorale et qui a entraîné pratiquement, officiellement, 85 morts, mais dans des conditions atroces. Personne ne peut oublier l'image de la tête décapitée du jeune Toussaint dans la région de Ifou, dans la région de l'Ifou. Et de 2015-2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas là. Même les élections mineures, qu'on qualifie des mineurs de 2018, les élections municipales, ont entraîné des morts en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une constante de la vie politique, c'est une constante de l'approche politique du RHDP, de créer artificiellement des crises et de faire en sorte que ces crises-là, ils puissent en tirer profit pour être un seul candidat ou du moins un candidat avec ses candidats que lui-même il choisit. Et puis le scénario, on le connaît, après les élections, il dit, bon, on va organiser un forum de la réconciliation nationale, et puis bon, voilà, on prend quelques mesurettes, et puis la vie continue. Cette fois-ci, là, ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Ni le 4e mandat ne sera accepté, ça c'est évident, c'est partagé, quelles que soient les circonstances. Même si par un cataclysme que nous ne souhaitons pas, tous ceux qui sont RHDP venant de plus être là,
et qui se retrouve être le seul candidat, le seul membre du RHDP, ça ne passera pas. Comme le président Gbagbo l'a dit, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est pas remort. Donc, il n'y a plus d'argument valable qui puisse justifier un quatrième mandat. Et c'est la réponse à cela que le mouvement Trop c'est trop a été lancé, initié par le président Laurent Gbagbo. Ce mouvement-là s'adresse à tous ceux qui estiment que la Côte d'Ivoire mérite mieux que l'image que nous nous offrons aujourd'hui d'une démocratie escamotée, contrôlée et au service d'une seule personne ou d'un seul clan. Ça ne peut plus passer. Le mouvement Trop c'est trop, initié par le président Laurent Gbagbo et dont l'opérationnalisation a été confiée au président exécutif, se veut l'expression du ras-le-bol de ceux qui ont souffert de cette gouvernance. Que ce soit des gens qui étaient admis au concours en 2010 et qui avaient commencé leur formation, je pense aux élèves de l'école de police et de gendarmerie qui étaient déjà en formation qu'on a fait partie, tout autre fonctionnaire qui avait des acquis à qui on a refusé ces acquis. Je pense aux déguerpis pour cause de pont ou pour cause d'une mafia immobilière qui se cache derrière les postes pour pouvoir accaparer les terres des pauvres personnes qu'on chasse. On les dit avec preuve. Vous arrivez à Gesco, et vous arrivez à Vridi, quartier abattoir, vous vous rendez compte que cette opération-là, elle n'avait été menée que par une mafia immobilière. Des tenants du RHD, pouvoir du RHDP. Aujourd'hui, nous parlons, il y a un conflit entre le conseil municipal de Port-Boué et le gouverneur du district d'Abidjan sur cette question. C'est-à-dire tout se fait hors la loi dans ce pays-là. Toutes ces personnes, les affamés de la vie chère, les persécutés fiscaux, tous ceux qui, chaque 2 mois, regardent leur facture d'électricité et s'interrogent comment la payer. Ce mouvement-là est ouvert à toutes ces personnes. Nous devons dire, avec le président Laurent Gbagbo, qu'effectivement, trop, c'est trop. Le 3e mandat nous a suffisamment rassasiés. Un 4e mandat, c'est l'asphyxie. On ne veut pas être asphyxié. Personne ne veut être asphyxié. Et donc, parmi ces personnes, je parle également aux déflatés de la RTI. Les gens qui travaillaient le matin, on dit, bon, on vous renvoie pour cause de position politique. Et ces personnes-là sont aujourd'hui dans la rue, des agents de la BCAO. On renvoie même sans indemnité des gens qui ont travaillé pour sauver la Côte d'Ivoire. La liste est longue. Mais c'est le mouvement Trop c'est trop que dirige, que opérationnalise le président exécutif s'ouvre à toutes ces personnes-là. Quitter les récriminations de salon. Quittons la bataille numérique. Elle a son sens, c'est vrai. Mais si vous exprimez votre désarroi et votre peine à travers les réseaux sociaux, ça vous soulage, mais ça ne règle pas votre problème. C'est comme si quelqu'un se lève le matin, j'étais fâché, il commence à donner des coups de poing à son mur. Oui, ça te soulage momentanément, mais ça ne règle pas ton problème. Le président Gbagbo nous appelle à une coalition active, portée par une détermination sans faille,
sans violence, mais avec une détermination sans faille pour exprimer le ras-le-bol de toute la population. Et donc, ce mouvement-là, que nous appelons TCT, on va l'appeler comme ça, trop c'est trop, s'ouvre à vous tous. Y compris les hommes médias, parce que quand le président devait venir, j'étais chargé de la commission communication et j'ai eu le plaisir, et je crois que c'est un exercice que le PPAC doit pouvoir renouveler, d'aller visiter toutes les maisons de presse, c'est-à-dire nous, les journalistes. Franchement, chapeau, parce que les conditions dans lesquelles vous travaillez, c'est quand même terrible. Vous aussi, vous êtes des persécutés du régime. Donc, vous aussi, le mouvement Trop c'est trop vous appartient. Il n'y a pas de force aussi forte pour maintenir un peuple qui aspire à un changement. Donc, le mouvement Trop c'est trop, c'est à vous qu'il s'adresse. Aux villageois d'Adjamé, qu'on a déguerpi nuit, c'est à eux qu'on s'adresse. Donc, le mouvement Trop c'est trop est la réponse collective que nous devons poser à la tentative d'un 4e mandat. Qu'en est-il du rapprochement entre le PPACI et le PDC-RDA? Tout en étant juste le PDCI faisant partie du mouvement Trop c'est trop, mais le rapprochement entre le PDCI, le PPACI et le PDC-RDA vise surtout à créer les conditions d'une élection paisible, transparente et inclusive. Ce front en gestation, donc qui est en train d'être structuré, la structuration sera rendue publique, je passe sous le couvert du président exécutif, très bientôt, s'articule autour de 5 points essentiels. La réinscription sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du ministre Tidjane Thiam, président de PDC-RDA, de l'ancien Premier ministre Soro Guillaume et du ministre Charles Blé Goudé. Ça, c'est le premier objectif poursuivi par le Front commun. La révision de la liste électorale 2025 conformément aux dispositions de la loi électorale. Une réforme structurelle de la CEI afin de garantir son indépendance et permettre une proclamation transparente des résultats bureau par bureau. L'ouverture urgente d'un dialogue politique incluant l'ensemble des forces politiques de la société civile afin d'aboutir à des élections réellement démocratiques, apaisées et crédibles. Je voudrais dire aussi que la société civile, les syndicats, même les églises et autres, sont aussi appelés à notre mouvement Trop c'est trop. Parce que l'ordonnance qu'on leur a prise en 2024, elle ne concerne pas seulement les ONG que nous connaissons de façon classique. La FECI est un syndicat. Et la FECI a été dissoute par décision tout simplement d'un conseil des ministres. Donc aujourd'hui, sur la base de cette ordonnance, le gouvernement peut dissoudre n'importe quel syndicat, n'importe quelle église, en tout cas n'importe quelle confession religieuse, si celle-ci ne rentre pas dans la conception pacifique du gouvernement ivoirien. Ces deux événements, c'est-à-dire le mouvement Trop c'est trop, et puis
le rapprochement entre le PPAC et le PDC et RDA exprime les aspirations profondes de la quasi-totalité des Ivoiriens qui veulent s'opposer à un 4e mandat ou alors à un passage de témoins intraclaniques sous le couvert d'une élection truquée de laquelle seraient exclus les principaux adversaires. C'est-à-dire, le RADP veut choisir qui va être son candidat, qui va être son adversaire. Bon, autant dire qu'il n'y a plus d'élection, et puis on passe à un régime monarchique, et puis les problèmes sont réglés. Sur la question de l'inclusivité des élections, la candidature du président Laurent Gbagbo, on ne cessera pas de le dire, et on le dira tous les jours, reste non négociable pour nous. C'est-à-dire, on peut épiloguer sur tout. Mais sur ça, là, c'est une question non négociable. Quelles que soient les modalités, c'est-à-dire, quels que soient les arrangements internes au RHDP, aucun arrangement interne au RHDP ne peut justifier ou ne peut enlever, entamer ou donner une légitimité quelconque à la disqualification de notre candidat. Je vais dire ça de façon simple, pour que ceux qui sont à Djamé, à Bobo comprennent ce que je vais dire. Parce que le français, peut-être, ça peut paraître un peu compliqué. Je veux dire que ce soit Ouattara qui soit candidat, que ce soit parce que sous la pression populaire, il n'est pas candidat et qu'il cherche quelqu'un d'autre dans son camp, ça c'est leur affaire à eux. Ça ne peut pas empêcher la candidature du président Laurent Gbagbo. Je vais encore être plus explicite. J'entends des gens dire, on lui le dit, parce qu'en rencontre, on lui le dit, mais est-ce que si Ouattara désiste, est-ce que ça vous gênerait que le président Gbagbo soit écarté? Bon, j'ai dit que c'est des questions provocatrices, parce que je ne vois pas les liens entre quelqu'un qui ne peut pas briguer parce qu'il a dépassé les limites constitutionnelles, et puis quelqu'un qui peut être normalement candidat. Je ne vois pas pourquoi les deux sont liés. En tout cas, moi je ne sais pas plus. Quand le président Bédier est mort, personne n'est venu demander au président Gbagbo pourquoi tu n'es pas mort, mais Ouattara pourquoi tu n'es pas mort. Puisque, je ne sais pas si vous voyez, les gens essaient de lier des choses qui n'ont rien à voir avec. Donc, notre réponse est la suivante. Une élection, ce n'est pas une tontine politique. On ne cotise pas pour donner à un, et puis après on dit c'est le tour de l'autre. Rien, quel que soit l'arrangement, et je le dis pour ici, et je le dis aussi pour ailleurs, aucun arrangement interne au RHDP ne peut donner une légitimité à au désistement ou bien à une disqualification du président Laurent Gbagbo. Que cela soit compris et qu'on ne nous pose plus ce problème-là parce que je trouve que c'est de la provocation. C'est comme si on dit, Bayrou n'est plus candidat. Bon, comme Bayrou n'est pas l'autre, De Villepin qui veut devenir dans la course. Bon, De Villepin, Bayrou, vous avez même plus le même âge. Bon, comme Bayrou ne peut pas être candidat, De Villepin, bon, c'est quoi ça tout ça? Donc ça, c'est une question fondamentale à laquelle nous tenons pour ne pas qu'on nous repose cette question-là. C'est pourquoi nous avons commencé le parrainage. Le président exécutif était à une délégation à la formation sur les parrainages. Et heureusement,
que la raison a fini par prévaloir. On avait entendu un responsable de la CEI dire qu'eux, ils donneraient leur liste définitive aux personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Bon, je crois que, comme on dit, la nuit porte conseil, la nuit a dû leur porter conseil. Je crois qu'ils sont revenus à des meilleurs sentiments, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce n'est pas leur compétence. C'est-à-dire que parfois, il faut raisonner de façon simple. On dit pour être candidat, il faut avoir les parrainages. C'est-à-dire que donc, le parrainage précède la candidature. Mais donc, vous ne pouvez pas d'emblée dire, moi, je ne veux pas que toi tu sois parrain, qu'il y ait des parrains, parce que tu ne seras pas. Mais toi, tu es qui? La CEI, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de ramasser toutes les filles, tous les parrainages, toutes les données et aller déposer au Conseil constitutionnel. Et puis, le débat a lieu là-bas. Heureusement, ils sont revenus aux meilleurs sentiments, et c'est tant mieux. C'est dire aussi que notre détermination peut porter des fruits. Donc, cela est important. C'est dans la même veine qu'on entend des bruits. La Cour africaine des droits de l'homme a fait ceci, la Cour africaine des droits de l'homme a fait cela. Mais nous, on avait déjà oublié cette Cour-là. On l'avait oubliée. Elle a fait ceci, et les officines proches du RHDP commencent à en faire des choux gras, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous qui sommes demandeurs, la partie demanderesse, on n'a même pas encore reçu l'arrêt de la Cour. Donc on ne sait même pas de quoi la Cour parle, puisqu'on n'a pas encore reçu l'arrêt. Mais que la Cour nous envoie l'arrêt aujourd'hui, qu'elle nous envoie l'arrêt demain, ou qu'elle nous envoie l'arrêt dans 100 ans, en quoi nous, ça nous concerne? Mais le gouvernement ivoirien a dit, depuis 4 ans, bientôt 5 ans, une décision a été prise en septembre, dit que lui, là, il n'applique pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Pour nous, là, c'est fini. C'est fini. Parce que, voyez-vous, il y a des choses, quand on les fait, et j'aime bien cette expression juriste qui dit « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». La Cour a pris une décision pour préserver les intérêts du président Laurent Gbagbo. Posons-nous la question. Si le gouvernement avait appliqué la décision de la Cour, et que le président Laurent Gbagbo ait été candidat en 2020, et qu'il ait été élu, il serait le président actuel. Donc, 5 ans après, la Cour prend une décision pour dire tes intérêts de l'autre côté là, bon, c'est pas ça, hein. On aurait fait quoi? On allait annuler les élections? Est-ce qu'on allait annuler les élections de ce pays-là? Donc, pour moi, c'est tellement simple. Pour nous, au PPACI, c'est un non-événement. C'est un non-événement. On attend de voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui a motivé les trucs. Mais ça, c'est pour les juristes, pour le droit, hein, pour la curiosité des juristes, pour le droit. Mais je veux dire, pour la justice, ça ne nous apporte rien de nouveau. Parce qu'il aurait fallu, pour que cette décision produise, on parle de bon français, pour que cette décision produisisse comment on appelle, des effets, qu'on inscriva en amont le nom du président Laurent Gbagbo. C'est que si le président Laurent Gbagbo était sur la liste, de, comment on appelle, la liste électorale, oui, alors la décision qu'on aurait prise aurait eu un sens.
Est-ce que vous comprenez? Ah, je vois, c'est pas inscrivable, c'est inscrivable. Il ne faut pas que je me trompe de français. Parce qu'ils vont laisser tout mon intérêt puis ils vont se gâter sur ça. Oh ouais, voilà ce qu'il a dit des choses. Non, c'est pas inscrivable. Et donc, chers amis, cette décision n'a pas d'impact et n'entraînera à nos déterminations. Au contraire, cela doit nous mobiliser davantage. Parce que de toute façon, ce pays-là, il y a une jurisprudence qui est bien établie maintenant, hein, qu'une décision de justice n'a jamais empêché quelqu'un d'être candidat en Côte d'Ivoire. Hein. Sinon, le président du RHDP, qui est le président de la République, aujourd'hui, ne le serait pas. Hein. Donc pourquoi voulez-vous que ça change quelque chose aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous que ça change quelque chose? Non. Non. Les militants et militantes du PPACI, les sympathisantes et sympathisants du PPACI, vous tous qui croyez que la Côte d'Ivoire doit avancer, la question, la candidature du président Laurent Gbagbo relève de la décence morale et nous devons nous mobiliser pour ça. Nous devons nous mobiliser pour ça. Par ailleurs, et ça nous voulons insister là-dessus. Vous savez, quand nous disons ces choses, les gens nous prennent pour des gens qui sont... on est tellement des adeptes, on est des néphrosés du babouisme qu'on n'arrive pas à réfléchir. On ne peut pas accepter cette condamnation du président Laurent Gbagbo pour plusieurs raisons, on a déjà avancé. Mais la dernière raison sur laquelle je vais revenir, c'est celle qui se rapporte à l'année fiscale de cette année. L'année fiscale cette année. L'année fiscale, c'est-à-dire c'est la loi que les députés votent à l'initiative du gouvernement pour donc qui accompagne l'exécution du budget. Et je vais vous lire l'alinéa 2 de son article 28. Voici ce que dit l'alinéa, et je vais vous expliquer. Ça me prendra au moins 3-4 minutes pour que vous compreniez. Les dépenses de salaire concernant la période post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, écoutez bien, les dépenses de salaire, ce n'est pas un communiqué du PPACI, hein. Nous sommes en train de vous lire la loi des finances. Les dépenses de salaire concernant la période post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, imputées au compte 470 de la balance générale des comptes du Trésor par les comptables généraux payeurs et au compte d'attente par les comptables déconstantés du Trésor sont annulées. J'explique terre à terre pour que vous compreniez. Le gouvernement actuel dit qu'il ne reconnaissait pas que le président Gbagbo et son gouvernement ont détourné, ont volé la BCAO et ont détourné de l'argent. Et que donc, on a condamné le président Laurent Gbagbo pour ça. Nous tous, on nous a condamnés pour ça. Et puis, 5 ans après, même pas, 10 ans, oui, bientôt 2011, maintenant ça fait pratiquement bientôt 15 ans. Dit ceci, oh mais c'est pas grave. Nous reconnaissons qu'effectivement, il s'agissait des salaires qui ont été payés aux fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Nous vous demandons donc de passer les écritures comptables correspondant à cette réalité
financière et budgétaire. Voici ce que ça veut dire. Il n'y a pas eu de vol, ce sont des salaires, et non, nous vous demandons de les comptabiliser comme tels pour que les comptes de l'État soient des comptes propres. Je dis bien, ce n'est pas un communiqué du PPACI. Hein. C'est l'annexe fiscale, l'article 28 de l'annexe fiscale alinéa 2. Si donc l'État reconnaît qu'il s'agit donc des salaires qui ont été payés, le corps du délit n'existe plus. Il n'y a plus de corps de délit. Et pourquoi pensez-vous que nous, on va accepter cette opprobre là sur le président Laurent Gbagbo? Ce n'est pas nous. Je le dis et je le répète. Le gouvernement, les 200 millions d'euros que l'Union européenne leur a donnés en disant que c'est pour payer les arriérés des salaires, ils n'ont qu'à venir expliquer aux Ivoiriens ce qu'ils en ont fait. Parce qu'à partir de cette note-là, tu ne peux pas dire qu'il y avait des arriérés des salaires, puisque tu reconnais qu'ils ont été déjà payés et tu demandes qu'ils soient régularisés. Donc, chers militants, chers Ivoiriens, peuple du Côte d'Ivoire, cette nouvelle donne renforce notre détermination pour ne pas accepter l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. On ne peut pas accepter ça. Et le magistrat qui a causé le président Laurent Gbagbo doit aujourd'hui se demander à quoi il a servi. Non seulement la BCAD, on ne nous a pas volé, personne dit on a été victime de quoi que ce soit, mais le gouvernement lui-même vient de reconnaître pour dire non, ce sont des salaires que vous avez payés, régulariser les comptes. Et puis nous, on va s'asseoir pour accepter sur la base du faux qu'on accuse notre leader, on jette le propre sur lui. Lui qui a fait de la vertu, du moins de la probité morale vis-à-vis de l'argent, sa vertu cardinale, vous pensez que nous allons accepter que sa vie politique s'arrête sur une telle opprobre? On va accepter ça? Nous n'accepterons pas ça. Ça, c'était pour que vous compreniez le nouvel élément qui vient renforcer les preuves de ce qu'il n'y a jamais eu de vol et que tout cela relève d'une cabale bien calculée par rapport donc à l'élection du président Laurent Gbagbo. Nous irons aux élections. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. C'est une promesse. Il faut que le printemps des vices s'estompe pour laisser éclore celui de la vertu. Depuis 2010, le vice est érigé en règle et la vertu souffre. La vertu veut reprendre sa place. Et la vertu en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, est incarnée par une personne. Elle s'appelle Laurent Gbagbo. Et c'est la raison pour laquelle quand il dit je vais visser les écrous, ça a tout son sens. Il faut ramener la vertu en Côte d'Ivoire. Là où le RHDP l'a complètement expulsé
Et comme preuve qu'il n'y a plus de vertu, c'est la gouvernance du RHDP qui jette le propre sur la nation. Et c'est ça notre deuxième sujet. Vous avez tous lu, vous avez tous appris et lu que notre pays, l'Union européenne a ajouté, après Gafi, qui était le groupe d'action financière, qui avait déjà inscrit le nom du président Laurent Gbagbo sur... Pardon, c'est tellement... le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste grise des pays à haut risque pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le 10 juin, le mardi, c'était avant-hier, là, l'Union européenne a ajouté la Côte d'Ivoire sur sa liste. Et quand vous lisez les textes, on dit ceci: la Commission de l'Union européenne souligne le manque de transparence dans les transactions bancaires réalisées dans ce pays et peu de sanctions concrètes sur les contrevenants. Mais qui sont les contrevenants? Qui sont les contrevenants? En tout cas, ce n'est pas nous, hein, parce que nous, on n'a pas l'argent. Il ne peut pas s'auto-censurer ou s'auto-sanctionner. Donc, cette mesure-là, elle illustre ce que nous disons. Qu'il n'y a plus de vice, il n'y a plus de vertu en Côte d'Ivoire. Rappelons-nous que quand la situation s'est posée à l'identique à un moment donné en Côte d'Ivoire, lorsqu'on accusait, et la rumeur accusait qu'il y avait des détournements massifs au niveau de la filière café-cacao, le président Laurent Gbagbo, y compris quand ses propres lieutenants les plus sérieux, des gens qui il a mis la barre de la vertu à un certain niveau qu'il a dit je ne peux pas accepter. Il a engagé des poursuites. Et des coupables proches de lui sont allés en prison, ont été condamnés pour ça. Aujourd'hui, même certains lui en veulent. On a volé, pourquoi tu nous as mis en prison? Mais quand on vole, on se met en prison, ouais, ça c'est quelque chose. N'oublions pas, ça va être douloureux. Sa propre assistante personnelle a été prise à défaut et le président Laurent Gbagbo, en son temps, n'a pas épargné le niveau de vertu qu'il avait. Il a été obligé de sanctionner sa propre assistante. Mais ici, là, ceux qu'on sanctionne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup volé. Quand tu fais un peu là, on dit, bon, ça c'est pas grave, ça tu n'es pas fort. Parce que si tu veux faire, il faut faire bien. Ça c'est ça qui nous ressemble. Mais quand tu fais un peu là, c'est pas bon. Ne nous ressemble pas, on te sanctionne. Mais pourquoi pensez-vous que nous sommes dans cette situation-là? Mais il y a plusieurs raisons. Il y a le poids de la corruption. Là où la corruption est endémique, là prévaut le blanchiment d'argent. Parce que moi, un matin, si je me lève avec 500 millions pour dire à la banque, il faut prendre 500 millions de mon compte, on va dire, ah, il y a un problème quand même. Hein. Tu fais quoi pour avoir 500 millions? Donc, quand on vole l'argent, on ne le garde pas quelque part. On ne le va pas à la banque, on le cache. Et quand on le cache, vous savez, on fait quoi? C'est là, ouais, maison qui pousse là, partout, qui est par-ci, par-là. Ouais, les boulangeries, chaque 200 mètres, il y a boulangerie. On ne sait même pas finalement. On nous disait qu'avant, c'est les baoulés qui mangeaient le pain. Maintenant, on dit que tout le monde mange le pain chaque matin. Tout le monde le pain ici. À chaque 100 mètres, vous trouvez une boulangerie. Et puis, c'est le même nom. Paris, délices, café des choses, délices, des tiges, pain d'or, baguette d'or, sucré d'or. En fait, tout est.
C'est ça qu'on appelle les méthodes de blanchiment d'argent. Donc, là où la corruption est endémique, là prospère le blanchiment d'argent. Deuxième raison, l'économie de la drogue. Avant, la drogue, là, on disait, ah, ça c'est trop compliqué. C'était vraiment quelque chose d'assez... Ah, maintenant, là, c'est... Là, ils ont honte de mettre ça dans le PIB, hein, mais si on met la part de la drogue dans le PIB, peut-être notre PIB va atteindre, cette proportion va être à un niveau qu'on ne pourra pas contrôler. Et je dis bien, je rappelle très bien le procès de ceux qu'on a soupçonnés à un moment donné de faire la drogue. Il y a un Italien ou quoi qui avait... Il allait au procès, il a dit, mais vous là, vous nous fatiguez. Il dit la Côte d'Ivoire, là. Avant, pour faire passer 1 kg de drogue en Côte d'Ivoire, il fallait payer 10 à 15 millions. Il fallait dépenser 10 à 15 millions. Maintenant, il y a même des comptes. C'est-à-dire, il y a des comptes, ils ont solde. Ici, maintenant même, avec ce gouvernement-là, on a soldé, il y a solde. C'est-à-dire, ce n'est plus 10 millions. Avec 3 millions, là, tu as 1 kg de drogue qui passe ici. Donc, pourquoi voulez-vous... Là, il faut embarquer dans ça. Pourquoi voulez-vous que votre pays ne se constitue pas la plaque tournante de la drogue? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie, depuis en tout cas 2010, 2011, la Côte d'Ivoire fait partie des plaques tournantes de la drogue en Afrique. C'est connu. Mais l'argent de la drogue, là, ça va où? Il faut blanchir l'argent de la drogue. Donc là où il y a la drogue, il y a une économie de drogue, prospère également le blanchiment d'argent et l'argent du crime. Autre élément, les barons des anciens régimes des autres pays, déchus justement pour avoir volé dans leur pays, ils sont tous ici en Côte d'Ivoire. Ils ne se gênent même pas même, c'est-à-dire, non seulement ils sont ici, mais ils sont militants affichés de RHDP. Mais oui, mais ils ne se gênent pas. Bon. Mais, eux, comment ils gèrent les fortunes qu'ils ont eues de façon par la prévarication de leur pays? Comment vous pensez qu'ils gèrent ça? Une cause aussi d'aggravation du blanchiment d'argent. Les orpailleurs clandestins. L'orpaillage clandestin. Je viens d'une région où c'est énorme là-bas. Vous pensez que cet argent-là va où? Donc, il y a plein d'éléments. On va sauter le poids du secteur informel. À Adjamé, il est estimé en moyenne 30 à 40 milliards de francs CFA, l'argent qui circule en un seul jour à Adjamé, la masse monétaire qui circule. C'est des activités légales. Mais comme le système bancaire est ce qu'il est, les gens, ils manipulent l'argent. Mais quand quelqu'un garde l'argent et qu'il manipule l'argent, là, il fait quoi? Quand ça ne rentre pas dans un circuit bancaire, ça sert à quoi? Mais il faut le blanchir à un moment donné. Il y a donc plusieurs raisons. Donc la question n'est pas d'ordre institutionnel, elle est d'ordre structurel. Elle est même d'ordre matériel, c'est-à-dire dans le subconscient, dans la matière même, la gouvernance du RHDP, tout cela concourt effectivement à la promotion de l'argent sale, de l'argent issu du crime, et c'est consubstantiel à la nature même de la gouvernance du RHDP. Alors, au lieu de régler ce problème, depuis là, ils mettent la pression sur un certain nombre de corps, les comptables, les experts comptables, venez, allez faire la formation, on va vous former pour voir comment lutter contre le blanchiment d'argent, les banquiers. Oh là!
Mais ça, c'est de l'hypocrisie, c'est une fuite en avant. La question n'est pas d'ordre institutionnel. Elle est d'ordre matériel, elle est d'ordre structurel. La réponse doit être structurelle. Mais elle ne peut pas, le RHDP ne peut pas te donner une réponse structurelle à cette question-là parce qu'ils en sont les principaux auteurs. Ils en sont les principaux auteurs. On estime, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est leur propre structure qu'ils ont créée, la haute autorité, la gouvernance, on estime au minima à 1400 milliards de francs CFA l'argent de la corruption. Alors, soyons sérieux. C'est cette gouvernance-là qui jette l'opprobre sur la Côte d'Ivoire. Le RHDP est un système, je dirais, naturellement tourné, sa gouvernance favorise ce genre de situation. On ne récolte pas des raisins sur du figuier. On ne récolte pas des raisins sur du figuier. C'est une loi de la nature. On a fait tellement en interne que c'est sorti à l'extérieur. L'Union européenne nous dit que, et les conséquences sont énormes, hein, aujourd'hui pour faire un transfert d'argent interbancaire entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, mais c'est la croix et la bannière. L'Union européenne dit, bon, on ne vous fait pas confiance. Et Trump répond là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, oui, vous avez raison, nous-mêmes on ne leur fait pas confiance, parce qu'on ne veut même pas que très bientôt les passeports rentrent dans notre pays. Pourquoi? Parce que votre passeport là, il n'est pas fiable. On a découvert les passeports dans des mains de personnes, c'est-à-dire le passeport ivoirien, c'est le seul qui se promène dans le monde. Qu'on l'a retrouvé dans les mains de personnes qui n'étaient pas, en tout cas, qui étaient les noms d'ayant droit et qui ont utilisé ça pour faire des actes répréhensibles. Donc, mettez de l'ordre dans votre histoire de passeport, sinon, dans 60 jours, vous ne revenez pas dans notre pays, c'est fini. Ah, Trump, lui, ça ne s'amuse pas. Bon. Et bon. Mais au-delà de ça, la question de la sincérité des documents administratifs, au-delà de ça, mais c'est les rapports qu'entretient le RHDP, ancien RDR et maintenant le RHDP, avec l'état civil de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. En 2002, dans les chevauchés pour la conquête du pouvoir, la milice qu'ils avaient montée, et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est bien les animateurs principaux de cette milice-là, mais l'état civil était leur première cible. L'état civil était leur première cible. Il fallait détruire l'état civil en Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient pas de ces images des régimes d'état civil déchirés qui jonchaient les sous-préfectures et les mairies sous leur contrôle? Ils en avaient fait leur objectif principal. Et nous avons perdu l'un de nos cadres, les meilleurs parmi les meilleurs, pour cette cause, le ministre Bougadoudou. Il a été l'une des cibles privilégiées parce que justement dans sa politique, il fallait clarifier l'état civil. Donc, naturellement, le RHDP n'a jamais voulu d'un état civil sérieux dans notre pays. Si cette question-là n'impactait pas la vie de millions et de millions d'Ivoiriens,
On leur a même applaudi pour dire que c'est l'effet, le retour de l'effet boomerang. Parce que c'est eux qui sont à la base de ça. À un moment donné, ils ont trouvé que c'était juste dans un pays qui n'y a pas d'état civil. Parce que si je m'appelle Koné, je ne dois plus avoir d'état civil ivoirien pour faire la part des choses entre moi, Koné, d'ici, et le Koné d'ailleurs. Ça a été le cheval de bataille. La conséquence, c'est quoi aujourd'hui? La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas d'état civil. C'est que nos passeports, là, on peut les acheter à la minute qui suit. Et du coup, ceux qui les ont servis, arrivés là, ne pouvant pas leur trouver du travail sur place ici, ils leur ont dit, bon, on va vous aider à aller de l'autre côté de la Méditerranée. Ben, il faut leur donner des papiers. On ne va pas comme... Il faut leur donner des papiers. Donc, papier d'identité pour récompense de service rendu. Et un matin, l'Europe est envahie d'Ivoiriens. On les appelle, on dit, bon, on ne comprend pas votre affaire. Là. En 2015, notre taux de croissance était de 8 à 9%. Les gens disent, mais on ne comprend pas. Comment se fait-il qu'avec une telle croissance, vous venez encore chez nous? Il y a quel problème? On les convoque tous à la Valette, mal la Valette, pour qu'on en parle. Et on leur donne, ils discutent, et on leur donne des moyens pour lutter. Ils disent, oui, on va lutter contre ça. Et le gouvernement ivoirien prend beaucoup d'argent. Hein. Parce que eux, là où il y a l'argent, là, ils prennent. Hein. Ils ne cherchent pas de choses. OK. Au bilan de 2017, le rythme a augmenté. Il y a un problème. Ah, ils vont dire, ah non, on a fait tout, mais dans la réalité, les papiers là, c'est pas... Ils prennent nos papiers, mais ce n'est pas des Ivoiriens. Ah bon? Donc vous reconnaissez que votre état civil est faible, puisqu'on peut prendre vos documents comme on veut, quand on veut, et les utiliser de façon frauduleuse. C'est ce qu'ils prennent comme justificatif. Donc ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas des Ivoiriens. Ben, parfait. Si donc ce n'est pas des Ivoiriens, si donc ceux qui vont là-bas, les passeports, les documents ivoiriens, vous doutez d'eux, pourquoi voulez-vous qu'on ait confiance à la liste électorale ici? Puisqu'elle a été établie à partir des mêmes documents. Pourquoi le passeport de la carte d'identité ivoirienne utilisée par un non-ivoirien et comment on appelle, serait contesté en France, en Italie, ailleurs, et ici on l'accepterait? Pourquoi? Pourquoi on l'accepterait? Donc, ils reconnaissent que l'état civil ne marche pas. Donc, on n'a qu'à tirer toutes les leçons. Donc, quand nous disons qu'il faut faire l'audit de la liste électorale, là, ce n'est même pas des caprices. C'est vous-même sur la base de vos propres déclarations. Donc, il y a une incohérence. Nous, là, on est cohérents. On dit la liste électorale, là. Sur la liste électorale de 2021, 23, il y avait 2 millions à 3 millions de personnes qui ne remplissaient pas les conditions de l'énonce. Bon. La même liste électorale, alors qu'il n'y a que 900 000 personnes seulement qui ont été inscrites, nouvelles personnes, maintenant, de 3 millions, on est passé à 6 millions de personnes qui ne remplissent pas les conditions. Donc, la manipulation, elle est sortie d'où? Mais il ne s'arrête pas là. Parce que les Blancs, là, leur argent, là, c'est comme argent de sorcier. Hein. Quand tu manges, là, il faut faire le sacrifice qu'il faut faire.
Tu es obligé de cracher. On les coince. Il dit, bon, d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas de visa entre le Maroc et nous que vous allez là-bas au Maroc facilement en Tunisie. Moi, gouvernement de Côte d'Ivoire, je demande maintenant au Maroc, on n'a qu'à mettre un visa entre nous. Ce n'est pas de la persécution de ses propres citoyens, ça. Ce n'est pas de la persécution. Pour vos propres turpitudes, vous persécutez tout un peuple. Donc, ils se disent oufouettistes. Mais l'un des héritages d'Oufoué avec le Maroc, c'est que c'était justement cette convention d'exemption de visa qu'Oufoué avait signé avec le roi Mohamed VI. 5, non? Peut-être 5, le père. Hassan II. C'est pas Hassan II qui a négocié ça. C'est la même chose qu'il a négocié avec Bourguiba, avec la Tunisie. Eux, ils viennent dire, maintenant, pour qu'on puisse être présentable devant l'Union européenne, on demande que vous mettiez un visa. Autre conséquence, parfait, les gens mettent les visas. La conséquence aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire ne peut plus voyager au Maroc. Air Côte d'Ivoire est obligé de fermer le Maroc, la destination au Maroc. Pourquoi? Parce que ce n'est plus rentable. Là où l'un Ivoirien pouvait se lever le jeudi pour dire je m'en vais à Casablanca, à Rabat, avec ma famille pour passer le week-end, il faut qu'il aille s'aligner pour faire un visa. Il dit mais je ne vais pas. Le Maroc, qui était une destination privilégiée de Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire est obligé de fermer sa destination au Maroc. Pourquoi? À cause des turpitudes du RHDP. Donc, non seulement ils signent des conventions avec des avantages princiers avec une compagnie étrangère, aérienne étrangère, mais en plus, les destinations de la compagnie nationale, ils font tout pour fermer. Ça, là, c'est quel gouvernement, ça? C'est quel gouvernement, ça? Donc, Air Côte d'Ivoire est le souffle-douleur de l'administration, de la gouvernance de Ouattara et de RHDP. Au total, « 15 années après avoir promis des solutions aux problèmes des Ivoiriens, le RHDP est devenu lui-même le seul et l'unique problème de la Côte d'Ivoire. Il n'a plus de solution. Lui-même, maintenant, il constitue l'unique problème de la Côte d'Ivoire. Or, il est bien connu que l'humour ivoirien est un humour qu'on connaît très bien. L'humour ivoirien dit, nous on ne dit pas dans mauvais rêve. Cauchemar de 15 ans, là, c'est trop. On nous a obligés à dormir, à rêver sous la menace des emprisonnements. Quand tu n'es pas content, il faut rire. Tu n'as pas mangé, tu te plains, on dit tu vas aller en prison. Tu es malade, tu ne vas pas te soigner. Quand tu parles, on dit bon, toi, on va t'envoyer en prison. Donc, on nous oblige à rêver d'un monde idyllique par la menace des armes. Les Ivoiriens ne veulent plus se laisser séduire par les miroirs aux alouettes avec des solutions qui insultent plus la dignité qu'elles appellent leur peine. Honnêtement. La solution Popote là, comment on appelle ça? Popote familial. Comme les Ivoiriens, c'est des moqueurs. Il y a un qui a fait un calcul bizarre. Il m'a envoyé, il dit, quand tu vas faire ta tribu, il faut leur dire, hein,
Moi, mes calculs là, ça ne tombe pas. Je dis, mais c'est quel calcul? Il dit, moi, j'ai étudié les nombres. Je dis, mais tu as fait tes nombres, ça quoi? Il a fait un calcul, il me dit, ça correspond à 12. 12, ce n'est pas un bon nombre. Donc, ça, c'est un rite. C'est un rite qu'ils sont en train de faire sous le couvert de popote. Pourquoi c'est seulement 2000 personnes qui prennent? Tu vois, les Ivoiriens aiment faire ils font de l'humour avec tout. Mais 50 000, et c'est bien prévu, 50 250 francs. Les 250 000 francs, les 250, c'est les frais de transfert, quoi. Ah, c'est les frais de Wave. Mais les frais de Wave font faire 500 en principe, non? Mais si c'est. Bien, les frais de Wave, c'est pas 1 franc, c'est 1%, non? Donc si c'est 50 000, ça doit faire 500. Donc 250 là. En fait, c'est la moitié, donc le gars doit payer le reste, quoi. Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. À quelques mois des élections, on trouve cette innovation. 50 250 francs, on envoie des gens, on dit bon, il faut. Soyez sérieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que le mépris qu'on lui sert. C'est pourquoi c'est lui qui incarne au mieux les aspirations du peuple. Son Excellence le président Laurent Gbagbo, avec le peuple, dans un cœur de tristesse, mais plein de détermination, chantent avec leurs compatriotes, nos compatriotes, pour dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le RHDP doit partir en octobre 2025. Je vous remercie. La CEDEAO est venue en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré tous les acteurs politiques. Dans l'opinion ivoirienne, ils sont nombreux ceux qui se demandent si la question liée à la disqualification de Laurent Gbagbo et des autres leaders politiques a été abordée. Si oui, qu'en a-t-il été? Merci. Germain Sewé, d'Horizon Info.net. Parmi vos revendications, vous demandez que les résultats électoraux soient proclamés du jour de vote par bureau de vote. Quel est l'avantage de cette méthode et qu'est-ce que le contraire avait produit par le passé qui vous pose problème? Merci. Je suis Eddy Bibi, journaliste à l'Inter. À l'entame de vos propos à propos du mouvement Trop c'est trop et du Front commun PPACI, PDCI, RDA, vous avez dit qu'il s'agit d'une réponse collective, entre autres pour faire barrage à un 4e mandat. Et hier, après une rencontre entre la mission de la CEDEAO et la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la porte-parole de la CAPSI a été interrogée sur la multiplication des coalitions au sein de l'opposition. Et puis, en faisant référence au mouvement Trop c'est trop, au Front commun et tout ça, elle a laissé entendre qu'au bout du compte, pour obtenir des réformes électorales, l'opposition va finir par s'unir. Donc, cela appelle une interrogation. Est-ce que déjà, il y a des discussions entre le mouvement Trop c'est trop, le PDCI, RDA, le Front commun plutôt, PDCI, RDA, PPACI, et la CAPSI pour réunir toute l'opposition au sein d'une seule coalition? Je suis Claude Patrick, journaliste à info-direct.net. Ma question est relative à l'actualité
depuis le dimanche dernier, le président Gbagbo a reçu le ministre Awa Dombelo. Et le lundi, tous nos confrères, certains de nos confrères ont placardé à leur manchette que M. Awa Dombelo s'interrogeait si M. Awa Dombelo serait le candidat du PPACI. Donc, ça devrait avoir votre avis là-dessus. Merci. Le prochain numéro du PPACI va porter sur la présentation officielle du programme du gouvernement du président Laurent Gbagbo. L'éditeur est en train de finaliser. Dans une dizaine de jours, il sera disponible. Et on va vous appeler à une cérémonie de présentation officielle du programme du président Laurent Gbagbo, candidat Laurent Gbagbo, pour que les uns et les autres sachent que sur cette question-là, notre voix est un sens unique. Et sur un sens unique, on roule tous dans une seule direction, sans possibilité de retour. Voilà ce que je vais vous dire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Le micro est là. Le micro est là. Oula, directeur de publication de la Web Télé Event News TV. Web Télé Event News TV basée à Paris. Ok. Ah, oula. Oui. Je n'ai pas bien le parler. Monsieur le ministre, ma question est de savoir, depuis un moment, on ne voit plus les représentants du PPACI sur les plateaux télé. Est-ce que vous avez donné un mot d'ordre pour ne plus qu'ils participent à certaines émissions? Ministre, vous avez au cours de votre exposé parlé de la gouvernance du RHDP. Et vous avez dit que les actes qui sont posés par le RHDP jetaient le propre sur la nation. C'est vrai que dans quelques semaines, vous allez publier, comment on appelle ça, le programme du gouvernement, mais avant, je voudrais que vous nous donniez ici, si d'aventure il y a une alternance en 2026, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire. Merci. Bonsoir à tous, je suis Samuel Kadio, je suis journaliste à l'Infoblog. Alors monsieur, S'il vous plaît, on s'écoute s'il vous plaît. Merci. Je répète, journaliste à l'Infoblog. Alors récemment, il y a quelques mois, vous avez rencontré l'ambassade des États-Unis relativement aux élections à venir. Est-ce que vous pensez que cette rencontre a été efficace? Est-ce que vous pensez que les États-Unis ou l'Union européenne sont vraiment impliqués, je dirais, dans l'organisation optimale d'une élection en Côte d'Ivoire? Qui les a rencontrés? Le PPACI a rencontré l'ambassade des États-Unis il y a quelques mois. Oui, les députés du PPACI. Nos éléments sont tous sur les plateaux. Hein. Nous, le débat politique, c'est notre âme, c'est notre ADN. Donc, jamais nous n'avons pris des décisions pour quitter, pour un mot d'ordre pour empêcher nous interdire la terre de nos camarades. Non, c'est pas juste. C'est pas vrai. On est même très actifs. On n'a pas peur de quelqu'un. Donc nous, on parle. Alors, là, vous êtes en train de me demander, cher ami, vous demandez déjà qu'on commande le programme du gouvernement. Ici, là, la prochaine réunion. Mais, j'ai oublié quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui rentrent en politique. On rentre en politique pour plusieurs raisons. En Afrique, il y en a qui croient que c'est le meilleur chemin le plus rapide pour être riche. Ça, c'est les RDP. Ça, c'est la demande RDP. Il y en a qui te disent non, j'ai une cause à défendre, quel que soit le prix que je dois payer pour cette cause. Et dans l'histoire en tant que contemporaine de la Côte d'Ivoire moderne, post-indépendante, vous trouverez très peu de personnes
Sinon, si vous cherchez en dehors du président Laurent Gbagbo, vous risquez de souffrir pour trouver un autre. La première des choses sur laquelle notre gouvernement tourne, on a dit que ce n'est pas compliqué. Nous avons décidé de placer l'homme au centre des préoccupations de la nation. Comme il avait proposé en 2000. Et que, effrayé par une telle dynamique qui paraissait nouvelle par rapport à l'ordre dominant et l'ordre ancien, il nous fait subir toutes sortes de persécutions. Ici, là, si on enlève ceux qui n'ont pas fait la prison ici, là, il ne va pas rester beaucoup. Hein. Il ne va pas rester beaucoup. Mais si nous revenons, c'est parce que nous croyons à un idéal. Nous croyons à un idéal. Nous croyons que le sous-développement de l'Afrique, le manque de liberté n'est pas une fatalité. Cela relève d'une vision politique que certaines personnes ont, une vision que les gens ont de la politique. Notre programme de gouvernement, notre projet de société, écrit par d'ailleurs dans les travaux dirigés par l'État leader parti, le projet de société, vont vous déboucher sur notre volonté de sortir notre pays des chantiers d'Afrique qui n'en vont nulle part que à trouver sur nous-mêmes, comme dans le salon, l'esprit. Nous avons attaqué les problèmes au fond, la Côte d'Or au fond. Que ce soit la justice, que ce soit les institutions, que ce soit l'économie, que ce soit le social, que ce soit l'école, nous avons, sur la cour de spécialistes, nous les avons attaqués au fond du problème. Sauf des gens de mauvaise foi incurables, tout Ivoirien qui vit ce programme verra que celui qui incarne mieux les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo et son programme. Donc, tout est prévu pour livrer notre dragon. Tout est prévu pour livrer notre dragon. J'ai fait une tournée à l'Est. Mais dès que j'ai abordé la question de la carte d'identité sans papa, sans maman, il dit non. Il dit, si vous faites ça, c'est fini, on va voter pour vous. Parce que c'est une vie qui m'a dit, mais moi, là, le gars là, je m'appelle Kouachi. Et moi, Kouachi, la chose, tout fait Kouachi, à Kouachi. On vient, on dit, et carte d'identité là, il n'y a pas de nom de mon père, il n'y a pas de nom de mon maman là-dessus. Et puis, vous comprenez, mais si ces photos, c'était mes frères. Il n'avait qu'à prendre une photo pour tourner ça, puis le carte d'identité qui est bon dedans, c'est la photo que je dis. Chers amis, nous avons la volonté pour changer des choses. Nous avons la volonté pour changer des choses. La Côte d'Ivoire qui s'en va, ou dans laquelle nous vivons, si nous ne prenons pas le courage pour changer les choses, immédiatement en 2025, là, nos enfants, nous en voulons, le reste de notre vie, longtemps et longtemps, parce qu'on aura renoncé à un combat identitaire pour eux. Nous avons notre programme à sortir, il sera vite, et je vais vous dire que c'est une coutume chez nous. Nous sommes les rares partis qui, chaque élection, divulgue son programme de gouvernement. Depuis 90, même avant 90 même, quand on est dans la clandestinité. Donc, c'est notre habitude, c'est notre détermination de le faire. La réforme PPACI avec le. Est-ce que nous pensons que les États-Unis ou les partenaires qui peuvent jouer un rôle déterminant dans les élections, ainsi de suite. Nous sommes les républicains. Une ambassade nous appelle pour dire qu'on veut se rencontrer. Non, on va les écouter. Mais, eux tous savent que de toute façon, ce n'est pas ce qu'ils vont nous dire, on nous dit qu'il va déterminer notre conduite. Mais on va les écouter.
On va les écouter. Hier, la CEDEAO, elle est venue, on a rien écouté la CEDEAO et on a dit ce qu'on avait dit. Le peuple n'est pas là, celui qui était l'interlocuteur désigné, je ne peux pas dire plus ce qu'il nous dit là, mais de façon claire, on a été sur la écoute. On n'est pas content d'écouter. On ment, voilà. Avant qu'on aille loin là, nous on n'est pas content. Et puis eux sont d'accord qu'on n'est pas content d'eux. Après de là, on a parlé. Donc, nous sommes un parti panafricain, un parti souverainiste, nous avons des volontés et nous respectons l'ordre protocolaire, l'ordre administratif, l'ordre politique. Même, Ouattara, donc, contestons la quatrième candidature, quatrième mandat. Si nous avions ce soir à parler de comment on a dit chez lui, je dois passer au match de lui qu'on va être après son quatrième mandat. C'est les règles de la démocratie, c'est les règles de l'État que je suis attiré de parti. Est-ce que vous estimez qu'ils sont silencieux face aux revendications de l'opposition? S'ils sont silencieux. Est-ce que je sens certain silence de la communauté internationale? Nous, le silence, nous le bavardage nous concerne. C'est une affaire qui nous concerne, nous les Ivoiriens. S'ils veulent venir nous aider, c'est leur propre hygiène. Mais qu'ils parlent, qu'ils se taisent, tout ce que seulement nous savons, nous estimons, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un va venir nous dire, comme Macron l'a dit la dernière fois, l'année passée, oui, j'ai dû accepter ça parce que ce n'était pas normal, mais c'était un cas de force majeure. Ce n'est pas à eux de déterminer quel est le cas de force majeure pour nous en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Nous sommes un peuple mûr, nous sommes un peuple déterminé. Nous sommes ce que nous sommes, le PPACI, nous savons nous battre. Nous leur disons que si vous qui pouvez parler aux uns et aux autres, si vous ne leur parlez pas, nous on est là, on va se battre avec les moyens dont nous disposons. Donc voilà un peu ce que je veux dire sur la question. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Après 1h30 de rouge. On a dit beaucoup de choses. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais on résumera en 2 mots. Le RADP a échoué. Première idée qu'il faut retenir. Deuxième idée qu'il faut retenir, nous n'accepterons pas un 4e mandat. Deuxième idée. Troisième leçon qu'il faut retenir, le président Laurent Gbagbo est notre candidat exclusif. Et ce, quels que soient les arrangements que les gens feront ailleurs, pour nous, c'est une question non négociable. Et nous appelons nos militants et nos sympathisants, à intégrer cela, comme faisant partie de nos devoirs vis-à-vis de la nation, mais de nos devoirs militants vis-à-vis de notre président que nous avons volontairement, dont nous avons volontairement sollicité la candidature et qu'il a accepté. Je voudrais qu'ils le comprennent qu'il s'agit d'un engagement mutuel et c'est quand on prend un engagement à l'égard d'une personne, la trompe de son influence du président Gbagbo, cet engagement devient un serment. Que Dieu bénisse. Merci à la presse. Il s'achève donc le 38e numéro et puis à très bientôt. Il est où? Ouais,
la veille, vous avez vu arriver.